Vous écoutez France Culture. Une vie, une œuvre, bonjour, bienvenue. Comme chaque semaine, nous vous proposons le portrait d'un artiste qui a marqué son temps. Aujourd'hui, Jean Cocteau, 1889-1963. C'est une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Isabelle Duel. C'est en nous replongeant dans les archives de l'INA que nous avons eu envie de consacrer ce nouveau numéro d'une vie, une œuvre à Jean Cocteau. Tant il est vrai que c'est agréable de retrouver la voix un peu nasillarde et le ton survolté de cet homme qui s'acharnait toujours à convaincre et à séduire ses interlocuteurs comme si sa vie en dépendait. Et puis, vous savez comment c'est, d'une archive à l'autre, nous n'avons pas résisté à l'envie d'en ajouter quelques-unes supplémentaires qui ne sont pas de Cocteau lui-même, mais qui permettent de comprendre l'homme qu'il était, souvent bien mieux que quand c'est lui qui se décrit. Nous sommes également allés rencontrer différents connaisseurs de l'auteur des Enfants terribles, afin qu'ils nous donnent leur opinion sur sa trajectoire ou sur des points précis de sa vie et de sa personnalité. C'est donc un trajet dans la vie de Cocteau que nous vous proposons, ponctué de différentes étapes qui l'ont constitué. Mais avant d'entrer réellement dans le vif du sujet, je vous propose d'entendre la première partie du témoignage d'une femme que l'on va retrouver à divers moments de l'émission. Il s'agit de Madeleine Bourré, laquelle a vécu auprès de Cocteau les dernières années de sa vie en sa qualité de gouvernante. Vous étiez plus qu'une gouvernante, vous étiez une confidente. J'étais une confidente et comme il disait des fois à Georges Auric, parce que Georges Auric était de mon âge, vous connaissez Georges Auric, alors quand ils étaient tous les deux, il y avait de Coscar. Archive 1970. Alors il dit, tu vois cette femme, c'est ma fiancée, c'est ma mère, c'est ma femme, c'est tout. Alors Georges Auric lui dit en rigolant, lui dit, mais pourquoi tu te maries pas avec... Mais nous avons ri des fois. Mais vous faisiez pas la cuisine chez Cocteau, Simon? Pour Doudou, des fois, qui se levait tellement tard. Enfin, Madeleine faisait la cuisine et puis il partait manger à côté. Oui, oui. Ah oui, des fois. J'ai vexé alors. Non, et oui, parce que je me reposais un petit peu et puis je disais, moi je mange pas, j'ai pas faim. Un jour, j'avais fait un rôti de veau comme ça. Oh, tu l'apporteras à ton Ramon, faut-moi la paix, j'ai pas le temps et je suis invitée, patati patala. C'était l'homme, vous savez, qui était... Je peux pas m'expliquer même comment je pouvais baptiser cet homme. Il faisait pas attention si une chose coûtait 2000 francs, 3000 francs, ni rien, c'était toujours rien. Il n'avait pas le sens de l'argent d'ailleurs. Ah, mais il avait jamais de choses dans sa poche. Quand par malheur, il perdait son chauffeur et qu'il venait en taxi, alors j'entendais quelqu'un qui m'appelait, Madeleine, par la fenêtre. Viens payer le chauffeur, je n'ai pas d'argent. Mais je dis, monsieur Cocteau, pourquoi vous ne prenez pas un billet de 1000 au moins pour un chauffeur? Alors j'allais payer le chauffeur, il n'avait jamais de choses, parce qu'il ne savait pas ce qu'il en faisait. Il est comme les enfants qui voudraient que leur jeu fût la réalité. Il aurait voulu pouvoir continuer à jouer et que tout le monde s'exclamât, mais c'est le poète et le créateur le plus sérieux de notre temps. C'était beau des hommes comme ça, mais vous savez que les Français ne reconnaissent pas l'homme qu'ils avaient ici. Mais les étrangers qui venaient à la rue Montpensier me disaient, mais Madeleine, vous savez que vous servez le français le plus intelligent qu'il existe. Et que nous, un Allemand m'a dit, et nous n'avons pas ça en Allemagne, un homme comme ça. Mais ils ne reconnaissent pas les Français qu'ils ont un tel homme. J'ai dit, si peut-être, mais comme il a des... Vous comprenez, ici c'est la curaterie qui a perdu. Moi je dis, les curés ont fait beaucoup de tort à M. Cocteau. J'étais fière de le servir, comprenez-vous? Fière de le servir. Qu'est-ce qui était le plus fatigant pour vous dans le travail chez Cocteau? Le téléphone et la porte. C'était ça, puisqu'il ne mangeait pas là. Le téléphone et la porte. Mais sans arrêt. J'arrivais le matin. Ça sonnait dans l'escalier, j'entendais le téléphone. Alors, vous savez qu'on pouvait le couper. Oui. Alors, j'arrivais. Il fallait téléphoner entre 11h et midi. Voilà. Oui, mais ça appelait avant. Mais à 11h et midi, c'était les rendez-vous, comme ceux qui devaient lui parler. Mais à 9h, je ne peux pas tout le temps le fermer, ce téléphone. Il y avait des fois des gens inattendus qui venaient de loin pour le voir. Alors, vous savez comment il me faisait faire? S'il était à la salle de bain, il entendait très bien quand je répondais. Mais, ah, c'est monsieur Attel, je ne suis pas là. Il me répondait. Alors, il fallait que je me débrouille avec cette personne, qu'il n'était pas là et qu'il était là. Alors, mentir, ça ne m'allait pas. Parce qu'on n'est pas menteur chez nous, hein. Alors, je dis, monsieur Cocteau, me faites faire. Mais il dit, c'est de ma faute, c'est pas de ta faute, c'est pas la peine de t'en vouloir. Il dit, tu mens pas, il dit, tu me rends service. Qu'est-ce que j'en ai fait du travail de la tête? Alors, si bien que j'ai attrapé une arthrose cervicale. C'est une vie où les images se succèdent comme ça, les noirs et les blancs. Vous savez, à la fin de sa vie, il a des moments très heureux quand il a cette mécène extraordinaire qui est Francine Weisweller, qui l'héberge chez elle dans le Midi, dont il tatoue la villa, et puis l'hôtel particulier des Weisweller, place des États-Unis, où il vit beaucoup.
Et puis d'un seul coup, tout ça va s'arrêter, mais c'est peu de temps avant sa mort, parce que Francine le met littéralement à la porte. Il y a toujours cette alternance dans la vie de Cocteau, de périodes très heureuses, un peu stables, et puis de périodes de déséquilibre profond, de malaise, où le cœur est malade. C'est du reste du cœur qu'il mourra. Quand est-ce qu'il est académicien? En 55? Voilà, oui. C'était avant ou après qu'il a eu son premier infarctus? Je ne me rappelle pas bien. Vous savez, voyez, j'ai bien... C'est avant. Oui, oui. C'est en 53 l'infarctus. Et c'est le premier qu'il a eu tout à fait dans sa chambre, là, qu'il voulait... Il n'en pouvait plus, il hurlait. Vous savez, on avait du mal avec le chauffeur de le mettre sur son lit. De lui dire, même M. Cocteau, on va appeler Mme Westphaler, on va appeler le docteur. Et il pleuvait ce jour-là, il n'y avait pas... Alors on l'a monté comme on a pu dans son lit, hein. Mais il se relevait. Et il hurlait. Ah, il voulait se jeter par la fenêtre. J'ai dit, mais non, M. Cocteau, vous n'allez pas vous taper, c'est trop bas ici. Celui qui allait devenir l'un des plus merveilleux jardiniers d'atmosphère de la littérature française, né le 5 juillet 1889 à Maisons-Laffitte, d'une mère qu'il allait adorer et d'un père qui devait se tirer un coup de revolver dans la tête au lit à 8 heures du matin, alors que son fils n'a encore que 10 ans. Ce garçon-là ne sait pas encore qu'il sera peintre, dramaturge, cinéaste, romancier et manager d'un boxeur américain, et que dans toutes ces activités-là, il restera avant tout un poète. Claude Arnaud, on a le sentiment que l'état général de Jean Cocteau, c'est la nervosité, l'exaltation suivie de la dépression, presque la schizophrénie. Oui, c'est une nature non résolue, non pacifiée, non réconciliée, en permanente ébullition, sans arrêt en train de se défaire et de se refaire, se déconstruire et de se reconstruire. C'est une énorme usine à gaz, on peut dire, en termes psychiques, créatifs, affectifs. Ça ne cesse de bouger, quoi. C'est vraiment pas un être fixé. Le livre que j'ai fait, c'est l'histoire de ces mus, l'histoire de ces différents Cocteau qu'engendre ce tempérament instable, si on peut dire. Hein. Et pourquoi c'est complexe de penser Jean Cocteau? C'est complexe de penser Jean Cocteau parce que ça va dans tous les sens. Si on le prend comme ça au débeauté, si on juxtapose, disons, le sang d'un poète et les parents terribles, si on juxtapose les poèmes de l'époque symboliste, les tout premiers poèmes, et Vocabulaire et plein champ, les poèmes de l'époque néoclassique, du temps de l'amour avec Radiguet, ça ne coïncide pas, ça ne raccorde pas. Voilà. Pourquoi? Donc parce que c'est des esthétiques absolument divergentes. Vous avez le tout jeune Cocteau qui est un bon poète de la fin du symbolisme et du Parnasse, donc qui écrit sous l'invocation d'Anna de Noailles, donc c'est des allusions à Minerve, Protée, Jupiter, et puis le Cocteau dadaïste de l'époque du bref moment, du rapprochement avec Zara, ça ne raccorde pas du tout. Donc tout le suspense de cette émission, c'est de savoir quel est le noyau de Jean Cocteau, c'est ça? Qu'est-ce qui, au fond, à la fin, reste parmi toutes ces identités? Oui, on peut dire que c'est la question qu'il pose, l'énigme qui reste. La réponse, on va essayer de la trouver ensemble, elle est très complexe. Je pense que le noyau dur de Cocteau, et ce noyau dur, je pense que c'est un rapport rêvé à une vie qui n'est pas supportable sinon. Voilà, la littérature est une forme de rêve éveillé qui permet de vivre. Sinon, c'est pas vivable. Sinon, c'est intolérable. Et quand la littérature ne fonctionne plus, c'est l'amour qui doit jouer ce rôle. Et quand l'amour ne joue pas ce rôle, c'est l'opium qui joue ce rôle. Et quand l'opium ne joue plus ce rôle, alors là, tout peut arriver. Ça peut être une descente aux enfers atroces, ça peut être des politiques de fuite dans la maladie, ça peut être dans la dépression la plus noire, tout peut arriver, mais en tout cas il y a quelque chose d'invivable à la base, oui, certainement, et c'est vraiment une sensibilité extrême, quand même très délicate, très étouffante, voilà, c'est fait partie de ces sensibilités réellement étouffantes. L'enfance a ses odeurs. Je me rappelle entre autres la colle des images qu'on découpe dans la chambre de malade, les tilleuls de Maisons-Laffitte, qui devenaient fous à l'approche du tonnerre,
la poudre délicieuse des pétards tirés, cloués sur les carcasses qu'on récolte dans l'herbe le lendemain des feux d'artifice, l'arnica des piqûres de guêpes, le papier moisi d'une vieille collection de la Revue des Deux Mondes, le drap de l'omnibus qui conduisait la famille à la messe dételée dans la remise fraîche où s'empilait un désordre de pioches, d'arrosoirs, de jeux de croquets et de passe-boules. Ma cousine Marianne m'avait enfermé dans cet omnibus et elle m'avait dit « Écoute, je sais tout. Il y a des grandes personnes qui se couchent en plein jour, on les appelle les hommes des lapins, les femmes des cocottes. Oncle André est un lapin, si tu le répètes, je te tuerai à coup de bêche. » J'ajoute l'odeur capiteuse du fumier de la basse-cour et du sol étoilé de crottes blanches où les reines Claude se fendent la tête en tombant de l'arbre, sans oublier l'odeur des pots de géranium de la serre et du bassin avec ses grenouilles mortes dans des poses de ténor, une main sur le cœur. Quand vous imaginez Cocteau enfant, quelle est l'image que vous voyez? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que vous avez un exemple Il est malade, il est au lit et il fabrique un décor de théâtre avec des petites poupées, des éléments, des chiffons qui vont servir de robe, un dessin de fond de scène et il a le texte de la pièce ou de l'opéra que ses parents ont ramené et il fabrique un petit spectacle. Et il est malade, il attend, et il est malheureux parce qu'il est seul et il est très heureux aussi parce qu'il est seul. Déjà à cette époque-là, on a le sentiment qu'il a une capacité d'empathie extraordinaire. Ça va le poursuivre comme ça toute sa vie? Oui, ça je dirais que c'est à la fois ce qui fait de lui un personnage bouleversant, parce que c'est vraiment pas un créateur indifférent, comme ça arrive parfois, hein. C'est pas du tout un créateur minéral, enfermé dans son monde, et bon, qui avance dans son monde en ignorant tout des autres. C'est au contraire quelqu'un qui est extrêmement en prise avec les autres, qui a besoin des autres, qui a besoin du regard, de la reconnaissance, de l'amour des autres, et ça crée chez lui une dépendance forte, trop forte certainement. Donc il y a une sorte de déséquilibre de ce point de vue-là, du point de vue de l'équilibre créateur idéal, hein, si on peut en trouver un. On parle presque en médecin, mais je veux dire, il n'a pas atteint cet équilibre idéal, il a quand même trop besoin des autres. Et ce besoin passe aussi par des formes d'admiration amoureuse violente, qui alors à la fois rejoignent sa sexualité, mais aussi influent sur son parcours artistique, qui fait qu'il s'identifie violemment à des créateurs qui sont pas forcément des écrivains, qui peuvent être aussi des danseurs, qui peuvent être aussi des peintres, qui peuvent être aussi des dessinateurs, des acteurs, aussi des chanteuses. Donc là aussi il y a une palette extrêmement variée, hein, de figures potentielles d'identification. Et c'est comme s'il allait chercher dans ces créateurs qu'il voit sans doute plus concentrés que lui, plus brutaux que lui, plus nucléaires que lui, il va chercher ce noyau justement. Il va chercher à absorber ce noyau ou ce mana qui irradie de ces êtres choisis par lui. Et là, il y a un sentiment qui mélange à la fois l'amour, l'admiration, le désir parfois, qui est très étonnant et qui crée une confusion très très puissante, hein. Un brin vampire, Cocteau ingère la personnalité des autres, il les copie, en réussissant souvent à sublimer la part d'eux qu'il s'approprie. À 17 ans déjà, il s'est créé un premier personnage de jeune poète, dandy et séducteur, qui se taille, dans les années 1910, un succès considérable. Il y a deux sortes d'écrivains dans les domaines où je travaille. Il y a les écrivains qui, dans leur jeunesse, ont la chance de tomber à pic au milieu des problèmes les plus délicats de la poésie et au milieu de, comment dirais-je, à l'envers. Ils tombent tout de suite à l'envers, dans les coulisses, n'est-ce pas? Ceux qui savent. Et puis, il y a beaucoup de poètes chez nous, en France, et je crois dans tous les pays, mais surtout en France, sortent d'un milieu bourgeois. Ce sont des bourgeois révoltés ou des bourgeois dévoyés. Et nous commençons dans des familles qui ne savent rien de ces problèmes. Et alors, nous sommes pas des fils à papa. Nous sommes obligés de les apprendre. Et ce qui est très grave, ce qui m'est arrivé à moi, ce qui est très grave, c'est d'être connu quand on fait ces bêtises de jeunesse. Alors après, il ne s'agit pas seulement de retourner sa veste, comme le croit Mauriac, il faut retourner sa peau, ce qui est beaucoup plus difficile.
Claude Arnault, la première personnalité de Cocteau, la première identité de Cocteau, après l'enfance, ça va être une identité mondaine. Il est lancé très tôt, à 20 ans, dans les salons. Il a un projet déjà à cette époque-là, Cocteau. Il a un projet qu'il veut devenir exactement. Oui, alors il sait qu'il veut devenir un poète, ça c'est clair, c'est le mot, et d'ailleurs il l'est resté jusqu'au bout. Il disait, il classait son œuvre en poésie de roman, poésie de cinéma, poésie de théâtre, poésie de journalisme même. Donc bon, il se voit un poète, mais un poète qui s'est étendu évidemment très très loin du noyau poétique. Alors je ne sais pas si on compare évidemment à Mallarmé, c'est une extension presque indéfinie, mais bon, c'est là aussi où l'époque l'exalte, le gonfle et le rend d'une immodestie qu'il a payé cher aussi après, parce que c'est un modèle à la Anna de Noailles. Anna de Noailles se voyait comme une puissance presque mythologique, hein. C'était Minerve, donc c'est une poétesse, mais qui est aussi en contact à travers ses salons justement avec tous les chefs d'État, les rois, les présidents, donc qui influent aussi sur la politique. Donc il y avait cette idée quand même qui est, alors là, une illusion très spécifiquement engendrée par les salons, c'est-à-dire d'être en contact avec tout, ce qu'on aurait aujourd'hui je pense, avec les gens intellectuels ou écrivains qui fréquentent assidûment les médias et qui, du fait de leur centralité dans les médias, doivent pouvoir avoir l'illusion d'avoir un pied partout, une influence dans tous les domaines. Bon, vous avez de ça, voilà, c'est pour faire une équivalence rapide. Donc ça, on voit bien que, évidemment, à 17 ans, quand vous êtes appelé, que vous êtes joué aussi, enfin que vos poèmes sont lus par, en l'occurrence, le plus grand acteur de l'époque, qui était De Max, qui est le Sarah Bernard masculin. Donc il y a évidemment une très grande griserie, hein, une très grande illusion sur sa toute-puissance, et du coup aussi, les premiers coups qu'il prend vont faire très mal, parce qu'il va descendre de très très haut. Il y avait chez lui, à Maison Lafitte, je crois, ou chez ses parents, ou chez ses grands-parents, rue La Bruyère, dans l'hôtel de Bruno Tessarec. Ses grands-parents, il y avait des tissus fausses panthères. Jusqu'à la fin de sa vie, Cocteau va s'entourer de tissus fausses panthères. Ça, j'aime bien aussi, cette fidélité sur des détails, comme s'il lui fallait, comme disent les enfants aujourd'hui, des doudous. Ah tiens, c'est amusant, je dis Doudou, alors que c'est le nom d'Édouard d'Hermite, le surnom d'Édouard d'Hermite. Un de ses amants à la fin de sa vie. Qui était son dernier grand amour et qui a été son exécuteur testamentaire, qui était un type très bien du reste. Voilà, il lui fallait ces doudous. Et j'aime bien ce lien profond qu'entretient Cocteau avec l'enfance. Vous savez, il dit aussi dans plusieurs textes que l'enfance, c'est plus important que les grandes personnes. Et ce qu'il y a de bien chez les adultes, c'est quand ils restent enfants. Et cette part de lui-même qui fait ce baroque, ce côté... un peu vieil, pas vieil antiquaire, mais il y a un côté antiquaille chez Cocteau. Mais c'est jamais gratuit. C'est parce que ça renvoie à des signes de l'enfance et de ce qu'il y a eu d'heureux ou de ce qui lui a ouvert les portes d'un certain imaginaire. Alors c'est l'époque aussi où, très jeune, Cocteau, qui va pourtant habiter la moitié de sa vie avec sa mère, prend une garçonnière à son insu dans l'hôtel Biron, qui est aujourd'hui le musée Rodin. Et on a le sentiment d'une sorte de squat d'artistes, enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui un squat d'artistes. C'est-à-dire que c'est un lieu un peu étrange, parce qu'il y a à la fois Rodin qui a son atelier, qui travaille là, et puis il y a des petites dépendances qui sont louées, pas très très chères, puisque le jeune Cocteau qui a, même s'il est le fils de la bourgeoisie, une bourgeoisie assez solide, à l'époque... les jeunes gens n'ont pas beaucoup d'argent, donc il est là, il fait un décor comme ça, qui est un décor qui serait comme celui d'un personnage de Wilde, quoi, d'un jeune dandy avec des peaux de fourrure. Il reçoit des actrices, il reçoit du monde, il a ses premières intrigues amoureuses là. C'est un Paris assez un peu incroyable, quoi, de cette époque-là. Le jeune Cocteau, qui fréquente Proust, vit dans un monde de salons. Mais bientôt, il va opérer une première mue et inventer un second Cocteau, avant-gardiste, radical, contemporain pourrait-on dire. Pour rien au monde, il ne voudrait manquer le wagon de la modernité. Comment vous voyez Proust? Il appartient à le passé ou le révolution? Moi, Charles, c'est extrêmement curieux. Le cas de Proust est tout à fait à part. Proust était toujours un grand ami à moi, j'allais tous les soirs chez lui le visiter. Il était un grand malade, enfermé dans cette ruche, il sortait très peu la nuit, il allait récolter sur des fleurs très bizarres, de quoi faire son miel obscur dans sa chambre, tout ça.
Et en somme, Proust, comme moi, a commencé la vie dans un grand conformisme de salon, comprenez-vous? Oui. Et c'est qu'il avait rendu très suspect, agite, qu'il ne voulait pas le lire, c'est moi qui l'ai forcé à le lire. Et puis peu à peu, il a compris qu'il a été sauvé en abordant des problèmes d'une façon très curieuse. D'ailleurs, en juge, alors qu'il n'avait aucune raison d'être juge, est parti. Il a abordé des problèmes qu'on n'abordait pas encore, ou très peu. C'était pas comme Gide du tout, c'était pas comme l'immoraliste, c'était tout à coup, il faisait une grande fresque, n'est-ce pas, du vice et de ce qu'on appelle vice, n'est-ce pas? Et alors évidemment, c'est ça qui était très nouveau chez lui, n'est-ce pas? Et tout ça était menti, parce que c'est ce qui fait le charme de son œuvre. Par exemple, Pierre Loti, il y avait un certain charme dans l'œuvre de Pierre Loti, parce que, évidemment, mon frère Yves, c'était pas ça, quoi. Et puis, chez Proust, Albertine, c'est pas Albertine. Alors, ça fait comme les cavaliers de Cervantes, qui sont des femmes déguisées en hommes. Hein. Ça donne un mystère à son œuvre, comprenez-vous? Ça lui fait une marge. Alors qu'il n'aurait pas eu du tout s'il avait dit « Je suis un monsieur qui a des mauvaises habitudes et je vais vous les raconter ». Ça n'aurait pas eu de valeur, comprenez-vous? C'est le portrait, espèce d'excessif qu'il a fait de toute cette vie souterraine, n'est-ce pas, qui lui a valu cette grande réputation, n'est-ce pas, d'humaniste, n'est-ce pas, je crois. Et alors, Marcel était snob dans la mesure où il n'était pas snob, comme Molière. Il savait très bien ce que c'était que les gens du monde, puisqu'il les a maltraités. Mais c'est là qu'il prenait il allait pomper là, de quoi faire son miel noir. Mais il a toujours été contre eux. Et les gens du monde ont dit que Balzac ne nous connaissait pas, parce qu'eux ne se connaissent pas eux-mêmes. Et quand Madame Proust me disait « Oh Jean, je vous en supplie, puisque vous habitez rue d'Anjou, la même maison que Madame de Chevigné, dont j'ai fait la duchesse de Guermantes, elle ne veut pas me lire, elle dit qu'elle se prend les pieds dans mes phrases, que je l'ennuie. Je vous supplie de l'obliger à me lire, ou de lui lire mon livre. » Et je lui ai dit « Mais Marcel, c'est comme si vous demandiez à un entomologiste voulait que les insectes lisent ses livres. » C'est-à-dire qu'il vient un petit peu du monde de Proust, effectivement, c'est-à-dire de celui de la lanterne magique. Et puis la guerre de 14 va être une espèce d'accélérateur. Ça, c'est très étonnant. Et la date cruciale, c'est évidemment, c'est 1917 et c'est Parade. Parade, c'est une page de didascalie, tout au long de laquelle Cocteau explique comment a lieu la mise en place des acteurs, etc., comment se fait le boniment par rapport au public, etc., le malentendu du public, mais il n'y a pas un mot de texte. Et cependant, c'est l'œuvre fondatrice, parce que Cocteau travaille avec Satie et avec Picasso. Et là, la modernité, elle est là. Elle est moins dans le contenu de l'œuvre que dans la posture du créateur. Le créateur, c'est celui qui va travailler avec les autres et avec d'autres artistes, avec des artistes représentant d'autres arts. En l'occurrence, les peintres et les musiciens qui vont accompagner Cocteau quasiment jusqu'à sa mort. Étant entendu que lui-même possède cette multiplicité interne, puisqu'il est lui-même, non pas musicien, mais il est peintre, il est dessinateur, il est décorateur, il est homme d'orchestre. L'orchestre des autres et l'orchestre de lui-même. Je parlais tout à l'heure de la lanterne magique de Proust. Maintenant, c'est l'électricité. Toute la littérature de l'entre-deux-guerres, la littérature brillante de l'entre-deux-guerres, est une littérature qui a intégré le fonctionnement de l'électricité. Le court-circuit, les explosions, le noir brutal, la lumière qui vous aveugle. Et il y a tout ça chez Cocteau. Est-ce que ça veut dire que Cocteau n'est pas un grand écrivain dans le sens classique du terme, c'est-à-dire écrivant des romans, ayant un sujet et, si possible, une cause à défendre? Ah non, je crois qu'effectivement... Alors, qu'est-ce qu'un grand écrivain? En tout cas, c'est quelqu'un pour qui, c'est du reste la limite de son œuvre, l'intériorité, la réflexion, les contenus d'idées, pour faire court, n'ont absolument aucune espèce d'importance. Lorsqu'on pose des questions à Cocteau sur les grands auteurs, je dirais, à idées de son temps, j'en prends 3. Je prends Gide, Aragon et Sartre. Cocteau ne répond jamais sur le contenu de leurs œuvres ou de leurs livres. Il répond sur les personnes. Il dit par exemple « Ah, ils m'aimaient beaucoup, je les aimais beaucoup ». Ça se réduit en général à ça. Les rapports qu'il a avec les grands écrivains, c'est des rapports d'amour, des rapports de camaraderie. C'était absolument extraordinaire. Il a écrit 40 ou 50 pages sur André Gide, dans lesquelles il ne parle absolument pas de l'œuvre de Gide, mais de leurs relations, de leur fâcherie, de leur réconciliation, etc. Donc, l'intrusion au premier plan du personnage du créateur dans l'œuvre de Cocteau, c'est peut-être ce qui fonde sa modernité. Regardez
la place qu'occupent les mémoires, les justifications, les journaux, les portraits souvenirs, les préfaces, les préambules. Enfin, c'est absolument incroyable. C'est une littérature qui s'auto-justifie par la personnalité de son créateur. Qu'est-ce que ça veut dire que Cocteau est le père ou le grand-père d'Andy Warhol, l'arrière-grand-père de Frédéric Beigbeder, l'arrière-grand-oncle de Woody Allen. Voyez, des créateurs qui finalement ne cessent à la fois d'expérimenter et de répéter leur propre moi à longueur d'œuvre. Maintenant, vous savez, Nijinsky était un malade, était même un homme extrêmement bizarre, naïf, et il est difficile de le juger, parce qu'il ne comprenait pas, par exemple, quand on sifflait le Sacre du Printemps et qu'on acclamait le Spectre de la Rose, il ne voulait pas venir saluer après le Spectre de la Rose, parce qu'on avait sifflé le sacre. Il ne comprenait pas qu'un danseur est à la merci du charme, ou du terrible, parce que lui aussi avait appris la force du terrible auprès de ces hommes comme Picasso et quand il les a connus. Et c'est parce qu'il venait de faire la connaissance de tous ces hommes à Paris qu'il a essayé dans la chorégraphie du sacre de faire le contraire de ce que tout le monde faisait toujours, de mettre les pieds en dedans au lieu de les mettre en dehors, n'est-ce pas, il a été pris par cette frénésie de neuf qu'il y avait à cette époque. Qui était une grande époque romantique dont je vous dis qu'elle a été complètement stoppé, guillotiné par le cubisme, qui était en somme Ingres tuant Delacroix au lieu de Delacroix tuant Ingres, n'est-ce pas? Le cubisme est arrivé avec ses règles strictes, puisqu'il arrivait à Juan Gris, théoricien en diable, de dire « j'ai introduit le siphon dans la peinture », parce qu'on avait le droit de mettre que la bouteille de Tanis del Oso, n'est-ce pas? Oui. Et une pipe et un jeu de cartes, tout ça. Mais si on mettait autre chose, c'était déjà un crime, on passait un tribunal et... ah oui, c'était stalinien, comprenez-vous? Et après, l'art s'est déstalinisé, n'est-ce pas? Qui a commencé cette révolution? C'était Stravinsky? Ah non, oui, pour moi, la première leçon que j'ai reçue d'un homme, c'est-à-dire m'apprenant que l'art n'était pas un charme, mais était une lutte et un sacerdoce, c'est Stravinsky. Ensuite Radiguet, ensuite Picasso, ensuite... Et j'ai connu tous ces hommes, et Modigliani, j'ai tout à coup compris que j'entrais dans une terrible lutte et dans l'austérité. Et que comme j'avais longtemps eu du succès dans le contraire, j'allais en porter les dommages toute ma vie. On me le reproche encore. Oui. Mais enfin, on a des défauts, on a de la boue en soi, on est fait avec de la boue. Alors tout à coup, on a des sentiments abominables, de l'orgueil, de tout ça. On se dit, mais comment on fait ça à moi, hein? Et puis après, je me tape sur les mains et je dis, mais tranquille, sois tranquille, pourquoi pas toi, hein? Les autres ont souffert. Et j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé à M. Rimbaud? Qu'est-ce qui est arrivé à M. Verlaine? Qu'est-ce qui est arrivé à M. Baudelaire? Qu'est-ce qui est arrivé à M. Vermeer de Delft? Qu'est-ce qui est arrivé à M. Cézanne? Qu'est-ce qui est arrivé? Et puis je dis, mais tout le monde a été horriblement malheureux. Pourquoi est-ce que maintenant, l'héritage de ces hommes nous rendrait confortables et heureux? Mais pas du tout, c'est la même chose, hein? Et la beauté a toujours été invisible. Et quand elle est visible, c'est que c'est des modes. Parce que la dame dit, oh, moi j'achète seulement des abstraits. C'est la mode, c'est fini, comprenez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire, des abstraits? Il y a qui c'est beau ou pas beau, hein? Et important ou pas important. Donc cette conjonction autour de 1912 d'événements, de phénomènes, le cubisme en peinture, Apollinaire et toute sa suite en littérature, qui fait comprendre à Cocteau que ce langage ancien, symboliste, type Anna Noailles, Marcel Proust, ne va pas tenir. Et là, c'est très complexe parce que il est quand même, il a 23 ans. Il est déjà très constitué, très armé culturellement, poétiquement aussi, et donc il va se défaire. Et là, c'est un travail conscient. Hein, c'est pas un simple suivisme comme peut avoir un jeune homme qui comprend que il faut plus faire ça. C'est très profond parce que c'est quand même, il était particulièrement fait pour cette première période symboliste, éthérée, délicate, hypersensible, voilà. Donc il choisit l'avant-garde. Il choisit l'avant-garde alors que sans doute sa nature n'est pas
je dirais. Et pourquoi ne pas suivre sa nature alors? Parce qu'il comprend que c'est caduc. Et donc ça, c'est le langage Potomac, de son époque. C'est le moment du Potomac. Voilà. Jean Cocteau a dit, Bruno Tessarec, que son premier livre, c'était le Potomac. Finalement, avant, ça ne comptait pas. C'est un livre, mais qui est aussi un objet. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre? C'est un livre, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est une espèce d'ovni. C'est un livre qui est à la fois comme une sorte de puzzle assez incompréhensible et dont finalement les pièces s'assemblent sans que l'on s'en rende compte vraiment. Comme vous le savez, il y a du dessin, il y a les Eugènes, ces personnages invraisemblables, qui sont des lointains ancêtres des Shadocks, un petit peu. Il y a ce Potomac, qui est ce monstre enterré sous la place de la Madeleine, auquel, je crois, dans le Potomac, le narrateur fait 2 visites, et puis une 3e à la fin du Potomac, où le Potomac n'existe plus, il est devenu invisible. Et puis, il y a ces bribes, ces espèces de choses bricolées qui ne veulent rien dire. Et puis, j'ai relu le Potomac ces jours-ci. Et je me suis dit la chose suivante. Le Potomac, c'est la même modernité que les nourritures terrestres de Gide 20 ou 25 ans plus tôt, mais saisie par le délire de la fête foraine, de l'électricité et du cinématographe. Cocteau vit autant dans un monde imaginaire que dans le monde réel, et son écriture est toujours à la limite du fantastique et du mystique. D'ailleurs, c'est un peu de cette manière qu'il idéalise ses amants avec une foi fervente. Après de nombreux petits amis qu'il peut piocher facilement dans une foule de jeunes admirateurs, Cocteau découvre Radiguet en 1919, il le fait éclore, il souffre beaucoup d'être auprès de lui en même temps qu'il ne peut s'en passer, souffre plus encore en 1923, l'année où Radiguet est emporté par la tuberculose. Les amours de Jean Cocteau, Claude Arnaud, c'est très important quand on sait le besoin qu'il avait d'affection. Quel genre d'amoureux est Jean Cocteau et comment l'imaginez-vous en tant qu'amoureux? Comment le voyez-vous? Là, on le voit à l'état le plus pur, c'est avec Radiguet, parce qu'il est vraiment... Radiguet, je dirais, c'est quand même sans doute la personne qu'il a le plus aimé. Alors Radiguet aime les femmes, hein, globalement, même s'il n'est pas du tout insensible au fait d'être aimé par quelqu'un comme Cocteau. Voilà, ça le flatte, ça l'intrigue aussi, on voit quelque chose qui l'intrigue, mais bon, voilà, pas plus que ça. Donc c'est un amour difficile pour Cocteau, c'est un amour où il doit presque tout amener. Mais il aime bien aussi se mettre dans des situations difficiles. Voilà, difficiles, voilà. Donc on sent aussi que le fait qu'il n'y ait pas de réponse simple, immédiate, fluide, heureuse, l'exalte aussi, le fait renchérir dans son affection. Et je pense qu'une partie de l'amour se déplace dans un rapport, je dirais, de type Pygmalion-Galatée, mais aussi mère-fils, aussi père-fils aussi. Tout un tas de... Il va prendre, hein, comme sexuellement ça ne se résout pas de façon aisée et évidente, il va essayer dans d'autres formules, voilà. Et d'un point de vue littéraire, c'est un rapport réellement extraordinaire, puisque effectivement, Cocteau amène Radiguet indéniablement à une intelligence, un savoir, une lecture sur ses propres manuscrits, mais Radiguet aussi, qui est extrêmement intelligent, amène à Cocteau un cadre, une rigueur, une brutalité, justement, et lui fait plus que lui suggérer un retour au néoclassicisme après la phase avant-gardiste, voilà, des années 19-20. C'est-à-dire qu'on fouille la nuit. Il y a dans chaque homme une nuit qu'il connaît très mal. Par exemple, pour moi, un poète, c'est un homme qui est au service de forces qu'il connaît très mal. Nous sommes, pourrais-je dire, la main-d'œuvre d'un moi que nous connaissons très mal, qui n'a rien à voir avec notre moi de surface, et surtout rien à voir avec le moi de légende qu'on nous invente. La vie d'un poète n'est pas drôle. Les muses sont des dames terribles et qui des mentes religieuses qui vous mangent pendant l'accouplement, pendant l'amour. Mais il est certain que, à l'heure actuelle encore, beaucoup d'écrivains s'imaginent, quand je parle humblement de cet état modeste du poète qui n'est que la main-d'œuvre de force profonde qu'il ne connaît pas, ils s'imaginent qu'on parle de l'inspiration, alors que c'est d'une expiration. Ils s'imaginent qu'on reçoit quelque chose d'un ciel
alors que cela vient de nos ténèbres profondes, de la nuit du corps humain, et ce n'est pas du tout une inspiration, mais une expiration. C'est quelque chose qui sort de nous. Il m'est arrivé, par exemple, quand j'écrivais Les Enfants terribles, j'écrivais 7 pages par 7 pages, tout à fait comme un médium. Et puis un jour, j'ai voulu dire des choses sur l'Amérique qui m'intéressaient. Eh bien, les forces se sont fâchées, se sont interrompues, et je ne pouvais plus écrire. Il a fallu que j'attende au moins 15 jours. Et au bout de 15 jours, le mécanisme s'est remis en marche. J'ai très bien senti que je dérangeais, que j'agaçais cette espèce de seigneur mystérieux qui est en nous et qui nous emploie comme scribes. Et après la mort de Radiguet, Claude Arnaud, Cocteau va se mettre à fumer de l'opium, il ne s'arrêtera plus jamais vraiment. Cette influence de la drogue, est-ce qu'elle est sensible aussi dans ce qu'il écrit et dans cette manière précisément d'attendre la foudre et d'attendre l'inspiration ? Oui, je pense qu'elle est sensible, même si elle n'a pas, je veux dire, il n'y a pas un Cocteau de la drogue et un Cocteau de l'état, entre guillemets, normal. D'abord parce qu'il est vraiment très, très opiomane à partir de la mort de Radiguet, donc il prend de l'opium pour essayer de surmonter son chagrin, il n'y arrive pas. L'opium ne le fait pas devenir un autre poète, hein. C'est pas exactement le Michaud de Misérables Miracles ou de toutes les expériences psychotropiques. Non, mais en tout cas, l'opium semble bien aller à sa personnalité. Voilà, l'opium correspond bien, à ce type de présence flottante, irrégulière, avec des moments de très grande intensité, puis des moments de down ou de léthargie, où il se passe rien, où effectivement l'opium lui correspond assez bien. C'est le rêve aussi. C'est le rêve, ouais, c'est le rêve. C'est cet état de flottement, cet état de vie non réaliste. Ça, je pense, c'est vraiment important, et c'est en cela qu'il est vraiment, il est vraiment une présence poétique, indéniablement. C'est une présence non réaliste, quoi. Les objets ne pèsent pas, les murs se traversent, les corps se traversent aussi. Il y a un aspect nébuleux, il y a un aspect monde flottant chez Cocteau. Hein. Il y a un aspect, les contours sont flous, la nuit peut devenir le jour, on mange plus tout d'un coup. Il a des comportements aberrants, même par moments. Par exemple, je sais pas, vis-à-vis de la loi, il ne remplit pas ses papiers, il ne sait pas comment faire des choses élémentaires, il ne sait pas faire une quelconque cuisine. Enfin, tout un tas d'éléments, je dirais, quand même, d'inscription dans le monde qui lui manquent et qui font que ça flotte. Alors évidemment, l'opium, là-dessus, est à la fois une panacée et, je dirais, un remède aggravant, puisqu'il va encore plus loin dans cette pente déréalisante. Il y avait chez Cocteau un désir de mysticisme qui passait d'ailleurs par beaucoup d'autres réponses possibles, y compris la drogue d'ailleurs. Jean-Luc Barré. Les paradis artificiels. Mais il y avait tout de même un terrain qui se prêtait au fait, à un certain moment, de rencontrer Dieu, ou en tout cas de pouvoir avoir cette forme d'espérance qui lui manquait. C'est le moment où Jean Cocteau va se rapprocher de Maritain. Alors, d'où vient Jean Cocteau à ce moment-là ? Pourquoi se rapprocher à ce moment-là de Maritain ? Et qu'est-ce que ça donne ? D'abord, est-ce que c'est Maritain qui se rapproche de Cocteau ou l'inverse ? Je ne sais pas. Les deux hommes, au fond, sont à des moments de leur vie où ils ont besoin de se rencontrer. Cocteau sort d'une période extrêmement difficile. Radiguet est mort, dans les conditions que l'on sait. Cocteau est aux abois, Cocteau est un homme bouleversé, en quête d'une main finalement, en quête d'un ami, d'un confident, en quête peut-être d'une réponse spirituelle par rapport au vide dans lequel il se trouve. Et Maritain, en tant que chrétien, estime que le rôle des catholiques, c'est de s'intéresser tout de même aux âmes qui souffrent, y compris celles-là. Oui, mais au-delà de ça, Cocteau chrétien, est-ce que vous y croyez ? Écoutez, je crois qu'il a été touché par la grâce. Je crois à la grâce chez Cocteau. Voilà, d'une manière générale, qui est la grâce créatrice, et pourquoi cette grâce créatrice ne rejoindrait pas la grâce spirituelle. Donc il y a chez Cocteau, de ce point de vue-là, une ambiguïté, si je puis dire, mais qui l'a marqué. D'ailleurs, la preuve, c'est que, vous savez, moi, j'ai écrit, après avoir écrit sur Maritain, un livre sur Mauriac, et j'étais très frappé de voir que le même débat s'est posé avec Mauriac. Il y a un débat spirituel entre Mauriac et Cocteau. C'est bien la preuve que Cocteau est en quête. De ce point de vue-là, il y a une quête spirituelle. Alors, la singularité et l'originalité, en même temps, finalement, le génie de Cocteau, c'est qu'il échappe à tout ça. Pour garder une forme de liberté, d'originalité, de particularité, c'est pas un homme qui va se soumettre aux règles du catholicisme. C'est ça le problème. Au fond, il n'est pas rebelle à la foi, il est rebelle au catholicisme. Il est rebelle à quoi ? À des règles de vie qu'on veut lui imposer. Que Maritain a voulu lui imposer, ça voulait dire à un certain moment, naturellement, de renoncer à la chair, ou en tout cas de discipliner sa vie affective. Et à la drogue aussi. Et la drogue aussi, bien absolument.
Mais ma conviction profonde, c'est que le moment maritain dans la vie de Cocteau est essentiel. C'est une rencontre essentielle qui l'a profondément marqué. Ils sont restés liés d'ailleurs pratiquement jusqu'à la fin, en tout cas de la vie de Cocteau. Même s'il a quand même renoncé, du coup, à peu près un an et demi, à vraiment suivre une vie non, il a renoncé catholique chrétienne. Il a renoncé à suivre la vie catholique que lui fixait Maritain. Ce qui ne veut pas dire qu'il ait renoncé à cette grâce finalement qu'il a rencontrée et qu'on retrouve encore une fois dans son œuvre. Ce n'est pas une œuvre marquée évidemment par le catholicisme, mais c'est une œuvre marquée très profondément par le mysticisme. Alors ce qui a fait plaisir, qui a rassuré Maritain, qui avait toujours besoin un peu de se rassurer de ce point de vue-là, c'est qu'il a cru savoir en tout cas que Cocteau, avant de mourir, avait fait le signe de la croix et avait prié. Alors est-ce que c'est vrai, je n'ai pas le témoignage là-dessus, mais au moment de la mort de Cocteau, il a le sentiment que tout de même il avait fait œuvre utile. C'est l'Église qui a perdu Cocteau. Il ne l'aimait pas, comprenez-vous, c'est pas un homme, il ne disait pas de mal. Mais enfin, il n'allait pas à l'église, il faisait tout le contraire de ce qu'il fallait faire peut-être. Et c'est ça, moi, que j'ai dit. J'ai étudié ça, je voyais des... Et pourtant, il y a le chanoine de Notre-Dame qui est venu le voir quand il était malade. Est-ce que vous croyez qu'il a été heureux? Jamais. Moi, il m'a dit un jour, ma petite Madeleine, il devait partir pour la reine d'Angleterre, vous savez, une soirée qu'il y avait sur la Seine, là. Donc il était invité, il venait s'habiller à 10h. J'ai dit, je vous attends, monsieur Cocteau, pour vous habiller. Oh mon chéri, je te demande pardon, écoute vraiment, ma pauvre petite. Il dit, on se tue tous les deux, on n'est que nous deux pour se tuer. Alors il me dit, je suis tellement fatigué, laisse-moi m'asseoir 5 minutes et viens t'asseoir à côté de moi. J'étais fière comme un taban, moi. Je m'asseyais près de lui, enfin comme ça, lui était là et moi là. J'ai dit, mais pourquoi vous vous fatiguez comme ça? Ah, pour m'abrutir un peu d'abord et puis, enfin, pendant ce temps-là, tu sais. Mais personne ne m'a jamais aimé, tu crois que je ne le sais pas? Ma famille m'aime un peu maintenant parce que je suis à l'Académie française. Les uns m'aiment parce que je fais quelque chose pour eux. Toi, je sens que tu te dévoues pour moi. Ben, je dis, je fais ce que je peux, monsieur Cocteau. Vous savez, je suis pas plus extraordinaire que les autres, mais enfin, j'ai dit, je fais tout pour vous enlever un petit peu voilà, rendre la vie plus facile. Parce que des fois, à minuit, j'étais encore chez lui, hein. Interlude. Il y a aussi un boxeur noir qui s'appelle Panama Al Brown, qui était une espèce de... Quand il l'a connu, était un boxeur déchu, à la suite d'un match truqué, un championnat du monde, où il avait perdu son titre, et c'était une loque, lui aussi très 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 drogué. Hein. Et il apprend que ce boxeur est très déchu est à Paris, et il se met en tête de le sortir de là. Et de le faire remonter sur le ring. Alors ça, c'est vraiment un moment délirant de Cocteau, parce que vraiment Cocteau n'a aucun titre à exercer un rôle de manager, d'entraîneur, enfin bon, lui-même a une santé catastrophique, il est opiomane jusqu'au bout des ongles, donc il pèse même pas 50 kilos, bon, c'est une catastrophe, et quand les journalistes le voient faire une conférence de presse, tout le monde rit, quoi, c'est une farce. C'est une farce, voilà. C'est une farce, cet opiomane, homosexuel, poète, qui se met en tête de convaincre des journalistes sportifs que Panama Al Brown n'est pas fichu et qu'il va regagner sa couronne, et que c'est lui qui va lui permettre de remonter sur le ring. Bon, ça fait rire. Et c'est là où il est fou, mais c'est là où il est magnifique, c'est qu'il convainc Panama Al Brown de se réentraîner, d'arrêter la drogue, d'aller faire une cure de désintoxication, et que Panama Al Brown retrouve son titre. Donc là, il y a quelque chose de strictement fantastique, qui peut-être, je trouve, un des épisodes les plus touchants, non pas parce qu'il soit central, mais précisément parce qu'a priori, il n'y a pas d'intérêt direct de Cocteau à faire ça. Il n'y en a aucun. Sinon qu'il est tombé amoureux de la silhouette extrêmement gracieuse de ce boxeur noir, qui est autant un danseur qu'un boxeur, et qui aurait pu se retrouver dans la troupe de Pina Bausch 40 ans plus tard. Mais déjà se profile une nouvelle manière d'être un artiste moderne. Dans les années 30, le cinéma a pris son envol et Cocteau tourne Le sang d'un poète. De 1943 jusqu'à sa mort, entre les films qu'il réalise et ceux dont il est le scénariste, il collabore à 11 longs métrages, dont le plus célèbre d'entre eux demeure, évidemment, La Belle et la Bête. Noël Herp, cinéaste et écrivain.
Vous connaissez le mot de François Mauriac sur Cocteau. Lorsque Cocteau est mort, il a écrit cette vacherie qui est la pire qu'on puisse écrire sur un écrivain. En disant de Cocteau, je m'étonne qu'il ait pu faire quelque chose d'aussi naturel que de mourir, d'aussi peu concerté. Bon, c'est très méchant, mais ça définit bien ce qu'était Cocteau. Là, j'ai relu un peu ses entretiens sur le cinématographe avec André Fregnault, et il est toujours dans l'oracle, dans la formule, la grande phrase sentencieuse, il s'envoie des fleurs en permanence. Son journal ne le rend pas très sympathique non plus. On s'aperçoit que c'était quand même un monstre d'égocentrisme. J'aime pas ce côté donneur de leçons de poésie, à dire la poésie c'est ça, le poète doit être visité, s'engouffrer dans ses abîmes, etc. Enfin, ce côté pompeux m'ennuie un peu. Bon. Les enfants terribles aussi? Vous trouvez que c'est dans ce style-là, Ampoulé, qui ne vous plaît pas? Non, c'est vrai qu'il y a un côté plus moderne dans son écriture des années 20, où il est... Bon voilà, mais enfin, Cocteau, on sait qu'ensuite c'est quelqu'un qui s'est rattrapé un peu à tous les trains de l'actualité littéraire et artistique, qui a couru après les ballets russes, après Picasso, après Le Bœuf sur le toit, etc. Et après la Nouvelle Vague, beaucoup plus tard. Et puis, oui, après une certaine littérature un peu plus, un peu plus sexuelle, un peu plus fiévreuse, à la Morand, ou même à la Mauriac, d'ailleurs, dans les années 20. Bon, je dirais, il m'a semblé, finalement, je me suis surtout intéressé au cinéma de Cocteau, que je n'aimais pas beaucoup quand j'étais jeune cinéphile. C'est vrai que Le sang d'un poète, tout ça, ça me paraissait vraiment une quintessence du côté toc de Cocteau. Pourquoi? Ça ressemble à quoi, Le sang d'un poète? Alors, Le sang d'un poète, donc, c'est un film qu'il a fait en 1930, à la demande du vicomte de Noailles, qui est une sorte de bric-à-brac de son univers. On retrouve des éléments des Enfants terribles, avec la bataille de Boule de Neige et le personnage de Dargelos, et où il a surtout, dans une première partie assez longue, détaillé un peu toute cette espèce de poésie, de la descente aux enfers, de la recherche par le poète de sa muse, de cette confrontation entre la poésie et la mort, etc. Enfin, toute cette thématique que je trouve très creuse dans sa littérature, et que je trouvais très creuse dans son cinéma, jusqu'à redécouvrir récemment Le sang d'un poète, que je trouve quand même un film assez fascinant à bien des égards. Et il me semble, c'est une hypothèse que j'avance, que tout ce côté toc, justement, tout ce côté très rhétorique de la poésie de Cocteau, prend cher au cinéma. Jean Cocteau commence aujourd'hui la réalisation de ce testament d'Orphée qu'il a eu tant de peine à mettre sur pied. Autant de peine, dira-t-il, qu'un jeune qui ferait son premier film. Brunet, bien droit, hein. Silence. Chut. Moteur. Testament, 115, première. Francis. Et maintenant, attention. Qui, dans l'Antiquité, faisait et défaisait sa tapisserie? Pénélope. Bravo. Qui était Pénélope? Pénélope était la dernière épreuve qu'Ulysse eut à subir à la fin de son voyage. Très bien. Que représente cette tapisserie? Judith et Holoferne. Et qui en est l'auteur? Jean Cocteau. Et qui est Jean Cocteau? Un violoniste. Exact. Et ce violoniste joue sur un violon? Un violon? Un violon. Un violon d'un? Un violon dingue. Non, pas dingue. Eh bien, nous allons applaudir très fort notre petite candidate. Ah ben, on coupe. Alors, la Nouvelle Vague, beaucoup de représentants de la Nouvelle Vague se sont revendiqués de Jean Cocteau. Pour quelles raisons? Et à dessein, selon vous, ou pas? Alors, il est certain que Cocteau... je pense que Cocteau a eu des succès publics avec La Belle et la Bête, notamment. Mais je ne sache pas qu'il ait été très considéré par les intellectuels du cinéma, au même titre d'ailleurs que Pagnol ou Guitry, qui n'étaient pas vus comme des cinéastes professionnels. Il est certain que la découverte de Cocteau cinéaste, la redécouverte de Cocteau cinéaste, vient surtout, me semble-t-il, de Truffaut. De Truffaut, dont ça a été certainement une des grandes découvertes cinématographiques. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il regarde chez Cocteau? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il emprunte? Je crois qu'il y a d'abord l'esprit de contradiction, parce que je pense que aimer Cocteau à la fin des années 40, au début des années 50, au moment où Cocteau, je le rappelle, préside avec René Clément, Roger Lénard et André Bazin l'officiel maudit de Biarritz, je pense qu'aimer Cocteau à ce moment-là, c'est aimer un écrivain plutôt marqué à droite, qui a quand même laissé un peu des plumes, qui est compagnon de route de la Table Ronde, etc. Et il y a ce côté, on va aller repêcher des écrivains qui n'ont plus très bonne presse, car je pense qu'on peut penser qu'il y avait ce côté un peu poil à gratter dans la position de Truffaut, de même quand il a été repêché au Liberty, au Guitry.
Et puis, par ailleurs, je crois que ce qu'aimait Truffaut, c'était le côté... c'est toute cette espèce de mystique du bricolage, tout ce côté artisanal revendiqué, tout ce refus du système des studios, toute cette volonté de travailler à la marge et de ne pas être dans une espèce de construction institutionnelle. Cette dimension d'auteur absolument affirmée qui fait que Cocteau est présent d'un bout à l'autre de son film. Voilà, je pense en même temps une espèce d'absence totale d'académisme, parce qu'on peut reprocher à Cocteau peut-être parfois une certaine pesanteur ou une certaine pompe dans ses thèmes, mais enfin il est jamais académique, il est toujours surprenant et original. Oui. Voilà. Alors ensuite, maintenant, je pense qu'il y a eu aussi la manière dont Cocteau lui-même s'est vendu auprès de la Nouvelle Vague, parce que je crois que c'est aussi ça qui a été important. Qu'est-ce qui fait que certains cinéastes, par exemple, ont été mis au rencard par la Nouvelle Vague, des gens comme René Clair, par exemple, c'est parce que c'est aussi des gens qui n'ont pas su aller vers la Nouvelle Vague, qui n'ont pas su draguer, séduire ou flatter les jeunes Turcs. Donc il a eu conscience qu'il se jouait là quelque chose d'important, et pour sa postérité, il a cherché à être intégré dans une galaxie qui serait celle de la Nouvelle Vague. Ah oui, tout à fait. Je pense que quand on voit les fameuses photos de Cocteau montant les marches, ou descendant plutôt les marches du Palais des Festivals en 59 avec entouré de Jean-Pierre Léaud et de François Truffaut, là on se dit qu'il nous refait le coup des ballets russes et de Picasso, mais ça marche. Hein. Ça marche parce que du coup il apparaît comme un parrain de la jeune génération. Oui, il y a vraiment une volonté d'attraper c'est sans doute le dernier train qu'il a attrapé d'ailleurs, hein, mais avec succès, parce que du coup il a passé pour un cinéaste moderne, alors que d'autres cinéastes sans doute aussi intéressants que lui ont été rejetés dans l'ombre. Voilà, donc je pense qu'il y a un côté marketing chez Cocteau. C'est quand même quelqu'un qui sait se vendre, qui sait se faire aimer. C'est un séducteur aussi, quand on voit ses entretiens, je crois, avec Roger Stéphane. Bon, ce qui est extraordinaire chez Cocteau, c'est que c'est un être de parole. Hein. Il a une espèce de drôlerie quand il évoque les salons de sa jeunesse, quand il évoque Madame de Noailles, etc. Enfin, il a une espèce de comique et de brio verbal extraordinaire. Je pense que ça a été certainement, avec Mauriac, un des plus brillants causeurs de la littérature de cette époque. Être Cocteau, ce n'est pas être complètement, définitivement soi-même. Donc c'est une opération, c'est un work in progress, c'est une opération toujours en route. On peut dire ça, je dirais, jusqu'au moment, ou alors quand même il y a un moment autour de la soixantaine, c'est quand même relativement tard, où après avoir cherché ailleurs un certain nombre de modèles, il se prend finalement comme modèle. Et il devient Cocteau. Et à mes yeux, c'est la période sans doute la moins intéressante, puisqu'il commence à imiter Cocteau. Et c'est moins intéressant parce que Cocteau, faisant du Cocteau, il y a une forme de tautologie à mes yeux moins riche que quand Cocteau a besoin de Picasso, a besoin de Radiguet, a besoin de Stravinsky, a besoin même d'une façon de Genet, même si Genet est arrivé quand même un peu trop tard dans sa vie pour influencer directement son travail créateur. Mais il est plus riche, je dirais, en phase avec un autre créateur puissant que quand il n'a plus que lui-même comme modèle. Claude Mauriac. En ce qui concerne Cocteau, j'ai été très injuste quand je l'ai connu, et ce livre lui rend justice. Pourquoi ai-je été injuste avec lui ? Parce que il était trop prestigieux, trop fascinant. Moi, j'étais un petit bourgeois assez prudent. Je n'étais absolument pas attiré ni par la drogue, dont du reste, soit dit entre parenthèses, il ne m'a jamais offert une goutte, ni une bouffée. J'aurais sûrement refusé du reste parce que je n'étais pas très courageux. Il me faisait peur, Cocteau. Et ce monde dans lequel il gravitait, au fond, me faisait peur. Et je crois que j'ai écrit ce livre, donc que j'ai écrit en 39-40, que j'ai publié après l'occupation en 45, et qui lui a fait beaucoup de peine, parce que c'était un livre où il n'y avait absolument rien sur sa vie privée, comme on pourrait croire. Pas du tout, c'était uniquement critique. Mais je l'ai écrit pour me délivrer de lui. Et je m'en suis tellement délivré qu'après, je l'ai assez souvent vu. Je ne tenais même plus de journal quand je le voyais, parce qu'il n'existait plus pour moi. Et alors, avec le temps, peu à peu, je me suis aperçu que lorsqu'il disait toujours qu'il m'aimait comme un fils, ce que j'avais jamais cru, oui. Eh bien, je me demande si c'était pas un peu vrai.
Au fond, Cocteau était gentil pour tout le monde. Il accueillait tout le monde pareil. Donc moi je me suis dit assez vite, je suis comme les autres. Comme les autres. Je n'avais pas de la jalousie, mais je me suis dit, oui, je ne compte pas je plus. compte pas plus, et du reste, il n'y a aucune raison que je compte pour lui. Oui. Donc par conséquent, je ne lui ferai pas plus de peine que M. Tartampion. Et je crois que là, je me trompais, parce qu'il avait beaucoup aimé mon père, parce qu'il était seul, enfin pour beaucoup de raisons. Et je crois qu'il sort de ce livre, et que j'ai découvert en le montant moi-même avec ces fragments de journal, il en sort qu'il m'aimait beaucoup plus que je le croyais, et que moi certainement en tout cas, je l'aimais beaucoup plus que je le croyais pendant longtemps. Du reste, sa mort me l'a révélé. Je vide mon sac, mais c'est bien rare. Il fallait que votre forceps m'accouchât. Je déteste avoir l'air de me plaindre et de décourager les heureux naïfs qui, sur les traces de Rastignac, s'imaginent qu'on arrive et qu'on peut prendre de force une capitale et une époque. Arriver à quoi? Arriver où? Ce vocabulaire de gare m'étonne toujours. Je suis une vieille machine dont le destin est un déraillement ininterrompu. Et si être arrivé veut dire qu'on nous demande des autographes, qu'on nous montre du doigt, qu'on nous mitraille avec des caméras dans la rue et sur les canaux de Venise, et si ça consiste à nous entendre dire, comme j'ai entendu une dame dire à son mari, tu vois, ça c'est Jean Cocteau, alors je vous cède bien volontiers la place. Et si celui qui rêve de cette place, il en existe, me demande comment j'ai fait pour l'atteindre, je lui répondrai que c'est en essayant de l'éviter parce que le sort est taquin et que sa malice s'arrange systématiquement pour contredire et contrecarrer nos c'est le 6 qu'il est mort. Non, le 11. Oui, le 11. Alors j'allais lui téléphoner pour lui dire, écoutez, monsieur Cocteau, je viens à la rue Montpensier parce que je suis chez moi pour quelques jours, je nettoie, je venais de rentrer de la campagne. Et j'ai dit, j'allais lui dire justement que j'allais aller le rejoindre à Milly pour son courrier. Et que j'allais lui emporter qu'il y en avait un tas comme ça à la rue Montpensier. Et quelqu'un qui me connaissait, déjà de la place du Palais Royal, un monsieur me crie, Madeleine Cocteau, m'appelait Madeleine Cocteau. Tu sais que monsieur Cocteau est mort? J'ai dit, quelle blague c'est? C'est la Piaf. Je dis qu'il est morte, c'est pas monsieur Cocteau. J'ai dit, fichez-moi la paix. Et je m'avançais dans la rue Montpensier, une autre dame qui me voit, la femme d'un docteur qui me rencontre, elle me dit, Madeleine, vous savez que Jean Cocteau est mort à 1h cet après-midi, et moi c'était vers 2h30 que j'allais, 2h, 3h que j'allais au 36. Mais j'ai dit, non madame, vous faites erreur, ça fait la deuxième personne. Ah bon? Qu'elle dit, mais pourtant ils l'ont dit dans la radio. Mais je dis, s'en fout. D'habitude. J'ai dit, mais non. Et puis alors, il y avait le Toquet, vous savez, en face de chez nous. Des Russes, là, des Hongrois. Alors, le patron qui me voit, il me dit, alors, Madeleine, alors, vous avez appris la nouvelle? Mais j'ai dit, alors, c'est donc bien vrai. Mais c'est pas possible. Et vous savez, je tremblais de tout mon chose. Et puis alors, j'arrive donc dans l'escalier, plein de journalistes. Plein de gens qui venaient au 36 pour voir des nouvelles que je puisse téléphoner à Milly. Alors j'ai dit, écoutez, messieurs, puisque c'est vrai, je vais téléphoner à Juliette et à Louis, puisqu'il était avec son personnel. Je dis, si Doudou, il me répondra peut-être, mais je ne savais pas s'il était là. Et alors j'appelle Juliette, et puis elle me dit, oh, ma pauvre Madeleine, n'en parlez pas, enfin, elle commence à me dire des mots. J'ai dit, bon, j'ai compris, j'arrête, parce qu'il y a beaucoup de messieurs qui veulent savoir. Alors j'ai dit, oui, c'est vrai. Et alors tous, ils ont essayé d'aller à Milly, sûrement. Moi, après, j'ai donc été le lendemain matin, et je suis restée toute la journée près de lui, de son corps. Toute la journée, il y a eu des gens, des amis qui sont venus le saluer. C'était plus lui, vous savez, il l'avait arrangé, il l'avait un peu maquillé, il était beau. Enfin, c'était... Eh bien, j'ai passé ma journée auprès de lui. Pauvre monsieur Cocteau. Une vie, une œuvre, Jean Cocteau, avec Claude. Attachant, et que dans le fond,
la phrase qu'il fait graver sur sa pierre tombale à Milly, qui donne là aussi les limites de son œuvre. Vous vous la rappelez, « Je reste avec vous ». Et comme d'habitude, cette émission, vous le savez, est disponible en podcast sur notre site. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, à l'occasion du centenaire de sa naissance, nous reviendrons sur la trajectoire de l'écrivain roumain Émile Cioran. Très bonne semaine à toutes et à tous.